Bonjour, Monsieur Garnotror. Vous êtes sélectionneur du Bénin, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes entré dans l'histoire avec la sélection lors de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, en offrant au Bénin, avec vos joueurs évidemment, la première victoire dans cette compétition. Qu'est-ce que ça vous fait d'être entré dans l'histoire du football béninois? On est évidemment très content pour les Béninois, mais aussi pour nous-mêmes, parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on entre dans l'histoire. La première fois, c'était après avoir battu le Nigeria, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du football béninois. Donc, ça fait une deuxième fois que nous sommes entrés dans l'histoire. Donc, maintenant, c'est une obligation aussi de faire bien et de faire un bon match en huitième de finale. On a eu cette qualification grâce à notre victoire contre le Botswana, dans un groupe difficile avec le Sénégal et la RDC. Et maintenant, il s'agit de fructifier tout ça avec un bon match en huitième de finale. On sait que ça va être difficile contre l'Égypte. Alors vous venez de le dire, la phase de groupe était difficile avec deux des favoris du tournoi, on peut le dire, le Sénégal et la RDC. Quel bilan vous tirez de la prestation de votre équipe durant cette phase de groupe? Alors, le bilan est relativement simple. Il nous fallait 3 points pour espérer sortir de ce groupe. On l'a fait. Ça n'a pas été simple. Au premier match, il nous manquait 5 joueurs sur des suspensions. Donc on a été un peu handicapés et malgré ça, il y a eu un match contre la RDC qui aurait pu nous donner une égalisation si la VAR avait fonctionné. Donc pas de bol au moment où il y avait la main flagrante dans la surface de réparation, la VAR ne fonctionnait pas. Donc ça nous a privés d'un penalty. Ceci dit, après on a bien réagi et même le troisième match contre le Sénégal, dans le contenu était bien. Et même si le score ne reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain, nous, on retient vraiment ce qu'il y a eu, c'est-à-dire une bonne performance de mes joueurs. On a pris des buts évitables sur des petites erreurs, sur un penalty, coup de pied arrêté, mais c'est des choses qui permettent à cette jeune équipe de progresser et j'espère ne pas refaire les mêmes erreurs. Le prochain match, c'est le huitième de finale contre l'Égypte. Que craignez-vous de cette équipe égyptienne? On a beaucoup parlé des individualités, Mohamed Salah, Omar Marmouche. Qu'est-ce qui vous attire votre attention? Ouais, quand vous avez une attaque composée de ces joueurs que vous venez de citer, Marmouche qui a marqué beaucoup de buts en Bundesliga et qui est maintenant en Angleterre, Trezeguet, évidemment Salah, ça fait partie du gratin du football africain, on le sait. Eux trois, ils valent 10 fois plus que toute mon équipe, si vous regardez un peu leur valeur. Donc, mais on ne fait pas de complexe, on n'a rien à perdre. On veut faire un bon match, on veut jouer notre chance à fond et je pense qu'avec ce qu'on a appris dans les 3 premiers matchs, comme jeunes joueurs, on va en faire le maximum. On a des petits soucis de blessures, hein, comme toutes les équipes, mais on fera face à ça pour présenter un collectif très solidaire. Que pensez-vous de cette équipe égyptienne? Comment analysez-vous leur jeu? C'est une équipe qui est très collective, qui est à la fois difficile à prendre sur leur défense, qui est très athlétique, un super gardien. Ils ont aussi des joueurs qui ont gagné la Ligue des champions africaine avec les Pyramides et ils ont une attaque, on vient d'en parler, avec des joueurs qui peuvent faire la différence individuellement et collectivement. Donc c'est une équipe complète, voilà, qui est évidemment favorite, qui se doit de montrer aussi qu'elle est favorite et nous, en tant que challenger, on va essayer un peu de les secouer. Est-ce que vous avez déjà établi un plan de jeu ou est-ce que vous avez repéré des failles dans cette équipe égyptienne sur lesquelles insister? Alors là, il nous manquera malheureusement des joueurs. Je peux récupérer certainement mon milieu de terrain que je n'avais pas dernier match sur blessure, c'est Sid Almeida, mais notre capitaine risque d'être absent. Et comme on avait bâti un projet et on va dire une organisation un peu sur un football vertical, orienté vers Steve Mounier, il va falloir changer un petit peu, comme on l'avait fait au premier match contre le Congo, où ça nous avait pas trop mal réussi. Donc on va s'adapter à cette nouvelle donne. Cette adaptation dans un grand tournoi, vous qui avez beaucoup d'expérience en Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'une des clés aussi pour réaliser un bon parcours. Le fait de ne pas pouvoir toujours compter sur ses meilleurs joueurs ou de ne pas utiliser la tactique qu'on souhaiterait. Il est certain qu'il y a toujours des choses imprévues qui se passent dans un tournoi, ce qui est le cas.
Il y a des surprises, parfois elles sont mauvaises, parfois elles sont bonnes. On a des jeunes joueurs qui nous ont donné de bonnes surprises déjà. Je pense à notre latéral Tamimou, je pense à Rodolfo. Ce sont des jeunes joueurs de 20 ans ou 19 ans. Et tout ce que je souhaite maintenant, c'est qu'ils puissent acquérir une maturité qui leur permettra de se hisser au niveau d'une équipe comme le GIC, par exemple. Mais vous, en tant qu'entraîneur, vous devez toujours vous adapter à toutes ces circonstances que vous ne maîtrisez pas finalement. En permanence, hein, on doit s'adapter à ce qu'on a à l'entraînement, à ce qu'on a de disponible ou de ne pas disponible, à ce qu'on a de suspendu. Il nous en a manqué 5 au premier match. Après, on les a récupérés, mais il ne fallait pas non plus oublier ceux qui avaient si bien joué au premier match, pas faire un turnover. Donc il faut s'adapter à ce qu'on a sous la main. Il faut dire aussi qu'au Bénin, on a des ressources humaines un petit peu limitées par rapport aux autres équipes, où les garçons jouent tous dans des grands clubs. C'est pas trop notre cas. On a des joueurs qui jouent en troisième division croate ou en cinquième division française. Et voilà, on doit faire avec. C'est la grande différence entre diriger par exemple le Nigeria comme vous avez pu diriger et des équipes comme le Bénin, c'est-à-dire le réservoir de joueurs à disposition, c'est du coup j'imagine plus difficile quand on a moins de joueurs disponibles. Oui, ben, c'est complètement différent. Au Nigeria, j'avais 5 avant-centres de niveau international. Ici, j'en ai un. Et s'il n'est pas là, ça devient déjà un problème. Et vous avez dans ces pays-là qui ont des 200 millions d'habitants comme le Nigeria, vous avez un potentiel que vous n'avez pas dans un pays comme le Bénin. Mais le Bénin travaille beaucoup. Il s'est doté de structures, il s'est doté de petits stades un petit peu partout dans le pays. Il y a des centres de formation, ça travaille beaucoup avec les scolaires. Et avec le temps, et puis avec le premier pas qu'on a fait, d'avoir pris beaucoup de U20 qui ont fait la dernière CAN, eh bien, on les a intégrés dans notre équipe, ils sont 6. Il y a quand même une possibilité encore de progresser en travaillant bien. Quelle est selon vous la force de votre équipe, cette sélection béninoise? La force de mon équipe, c'est le collectif. C'est un milieu de terrain qui est très solide, qui presse bien. C'est aussi une discipline défensive que j'apprécie beaucoup, qui parfois est encore un peu oubliée. Ça arrive parce qu'ils sont jeunes, mais c'est la volonté aussi de bien faire. Tout le monde donne le maximum et tout le monde se bat pour le pays. Et quelle sera selon vous la clé de ce match contre l'Égypte, l'élément qui pourra peut-être être décisif? Oui, je pense que la clé, ça sera de museler l'attaque égyptienne avec Marmouche, avec Salah, avec Trezeguet, tous ces grands joueurs. Ça sera aussi de bien contre-attaquer. Et je pense que si on marque un premier but, tout est possible dans ce match. Voire même que si on n'encaisse pas de but, également, tout est possible parce qu'ils seront obligés de prendre des risques pour faire honneur à leur statut. Eh bien, c'est là que peut être notre chance. Vous avez une longue expérience en Coupe d'Afrique des Nations, vous avez dirigé plusieurs sélections. Le Nigeria, on en a parlé, qu'on peut considérer à chaque compétition comme l'un des favoris, ou le Bénin, qui est ici au Maroc en rôle d'outsider. Quel est le poste avec le plus de pression? Diriger une grande nation où il y a beaucoup d'attentes ou être dans un rôle d'outsider comme avec le Bénin? Il y a la même pression, que ce soit une grande nation ou une petite nation, parce que tout le monde veut gagner. Et dans la petite nation, on oublie parfois que le matériel à notre disposition, les ressources humaines ne sont pas les mêmes que dans les grandes nations, mais on veut rivaliser avec les grands. Donc c'est la même pression partout. Et je pense qu'au Nigeria, c'était plus facile pour faire la liste des joueurs, parce qu'il y en avait partout. Mais c'était aussi compliqué parce qu'il y en avait tellement que parfois il fallait faire des choix difficiles. Faire la liste au Bénin est plus simple parce qu'il n'y a pas tellement de joueurs, mais le challenge c'est de trouver de nouveaux joueurs ou des joueurs parfois binationaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est un challenge en permanence. Et la pression c'est la même partout. Ça fait partie du football professionnel. On est habitué à ça. Est-ce qu'on peut considérer qu'en Afrique, vous qui avez une longue expérience, il y a quand même beaucoup plus de pression de diriger une sélection qu'un club comme le passé, parce qu'il y a un élan populaire incroyable en Afrique pour le football? La différence, c'est que
En Afrique, il y a une passion derrière, parfois excessive, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et on doit faire avec. La différence également, c'est que vous dirigez un pays et tout le pays est derrière et attend des résultats. Et ce n'est pas un club, ce n'est pas une ville ou une région, c'est tout un pays. Et on peut dire aussi que lorsque l'équipe gagne, eh bien c'est un gouvernement aussi qui gagne avec, parce que la politique et le football est beaucoup plus lié en Afrique qu'ailleurs. Il y a souvent les ministères des Sports qui financent le football, parce que le football n'a pas des recettes intrinsèques qui lui permettent de vivre en indépendance. C'était un peu le cas au Nigeria, où il y avait des sponsors, il y avait quand même des moyens de financer le football sans la politique. Mais le danger aussi, c'est que la politique, parfois, s'immisce trop dans le sportif et c'est pas trop ce qu'on aime dans le football. Et comment fait-on pour travailler dans ce contexte sereinement? C'est plus difficile, du coup, ce lien entre le sport et la politique? Mais si vous avez des politiciens compréhensifs et qui connaissent le sport, qui ont peut-être pratiqué eux-mêmes le football, ça m'était arrivé au Gabon, j'avais un ministre des Sports qui était ancien international, M. Demezo. Là, c'est formidable. Parfois, ce n'est pas le cas et on doit essayer d'expliquer et de s'entendre malgré la différence de la philosophie du sport. Vous avez une longue expérience, donc on l'a déjà dit. Que pensez-vous avoir apporté à cette sélection béninoise depuis 2023? Quelle marge de progression avez-vous constatée? Depuis 2023, où il fallait quand même remplacer des garçons qui étaient quadragénaires, notamment Cessignon, qui était une légende du football béninois. Il y avait Adenan également, 38 ans. Il y avait Adioti, il y avait Poté, il y avait Farnol. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient arrivés en fin de carrière. Et donc le challenge, c'était de rebâtir une équipe, si possible, avec des jeunes joueurs. Et là, on n'a pas trop mal réussi, puisqu'on a été à 2 doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il nous a manqué un dernier succès au Nigeria. C'était pas simple là-bas, dans des circonstances difficiles. Mais on a réussi à se qualifier pour la CAN. Aussi dans un match héroïque en Libye, un tout dernier match, où il y a eu beaucoup d'événements qu'on n'aimerait pas revoir sur un terrain de football. Donc c'est ça peut-être d'une des grandes satisfactions pour vous, c'est d'avoir réussi à intégrer des jeunes joueurs dans cette équipe pour avoir des résultats immédiatement, tout en pensant à l'avenir. Ce qu'on a fait, et je dois vraiment féliciter les joueurs pour ça, c'est depuis 2 ans et demi où on n'a pas fait un seul match au Bénin. Notre stade n'était pas praticable, et qu'on a fait tous les matchs à l'extérieur, que ce soit en Côte d'Ivoire où on a officiellement reçu nos adversaires, ou ailleurs, sans faire un seul match à domicile, sans le 12e homme, sans les supporters. Les garçons ont fait des petits miracles, on peut dire, pour se qualifier pour la CAN et presque se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc ça nous donne une certaine fierté et c'est vraiment encourageant parce que mentalement, les garçons sont très costauds. Ça donne de la valeur à votre parcours, le fait de ne pas pouvoir jouer à domicile? Absolument, ah oui, 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 ça, encore une fois, c'est exceptionnel. Vous faites tous les matchs dehors et vous arrivez à vous qualifier ou à être à 2 doigts de la Coupe du Monde. C'est magnifique. On a fait aussi des matchs amicaux qui nous ont permis de tester. On n'a pas joué les matchs amicaux pour gagner. On a joué les matchs amicaux pour nous servir comme test pour des jeunes joueurs et pour essayer de leur apprendre comment s'intégrer dans cette équipe. Pour parler de manière générale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu que tous les favoris sont au rendez-vous. Ils se sont tous qualifiés pour les huitièmes de finale, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du tournoi. Quel est selon vous votre enseignement à propos du fait que les favoris sont au rendez-vous? Tout a été fait pour permettre aux grands pays africains de se qualifier. Ils peuvent par exemple rester tous dans le même stade, dans la même ville, alors que nous, les petits pays, on doit se déplacer pour aller chez eux. Et on n'a même pas le droit de marcher sur la pelouse sur laquelle les autres ont déjà fait des matchs. Donc c'est un petit peu exagéré. Je trouve que la CAF a vraiment beaucoup trop avantagé les grands pays. Je ne parle pas de la VAR qui n'a pas fonctionné ou qui a été mal interprétée
sur le premier but contre le Sénégal. Mais on sent que tout est fait pour que ces grands pays du football, on comprend hein, les intérêts commerciaux aussi, on comprend tout ça. Aussi pour les médias, parfois il faut faire des entraînements à telle ou telle heure pour permettre aux médias d'assister aux entraînements de veille de match des deux équipes. Je n'avais jamais vu ça. Normalement, on peut choisir soi-même l'heure de l'entraînement. Là, on nous impose. Mais il faut faire avec. On comprend que le football doit se développer, doit aussi procurer des recettes supplémentaires. C'est comme ça, mais il ne faut pas oublier le sportif là-dedans. C'est quand même pour nous le premier des critères. Est-ce que cela existe encore, les différences de traitement entre les grandes nations et les petites nations aujourd'hui encore? Mais la preuve, puisqu'ils restent toujours dans le même stade, si par exemple là l'Égypte gagne, ils vont continuer à jouer à Agadir, comme c'est le cas pour le Sénégal qui va rester à Tanger, alors que nous, on va devoir se balader à droite et à gauche pour aller affronter les grands. Donc voilà, c'est comme ça. C'est aussi que parfois, bon là on va voir, il y a l'Égypte, on sait que l'Égypte a bénéficié d'un penalty assez généreux, on va dire, contre l'Afrique du Sud. On espère qu'il n'y aura pas des histoires d'arbitrage comme on a vu sur certains pénaltys. On a vu plusieurs polémiques autour de l'arbitrage depuis le début du tournoi. Ça vous a concerné sur le match contre la République démocratique du Congo où la VAR est tombée en panne. Comment vous expliquez qu'il y a encore des problèmes comme ça aujourd'hui malgré tous les outils qu'on a à disposition? C'est que l'organisation n'est pas encore à la hauteur. Pourtant, j'avais vu en Côte d'Ivoire où j'y étais comme consultant, j'avais vu un VAR fonctionner magnifiquement bien, se sont jamais trompés, qui était même mis en exemple dans le football européen. Et là, c'est catastrophique. Donc, il y a trop d'erreurs. Et j'espère que pour les derniers tours, les huitièmes, les quarts, les demi, que ces erreurs-là vont être corrigées. Mais ces erreurs qui existent encore, c'est quoi? C'est que l'arbitrage africain ne fonctionne pas encore au meilleur niveau? Il y a un problème de progression? Il y a un problème, à mon avis, d'organisation, d'interprétation de la VAR. Par exemple, le premier but contre le Sénégal que nous encaissons, ça a duré 5 minutes pour qu'on accorde finalement un but où il y a un coup de coude qui est donné dans la nuque de mon défenseur. Donc c'est une interprétation. On doit aussi mettre là des professionnels. Nous avons eu dans le match contre le Botswana un trio féminin pour la première fois, qui était pas mal du tout. Mais je pense que, par exemple, le match Côte d'Ivoire-Cameroun n'aurait jamais eu 3 femmes comme arbitres. Mais ceci dit, les 3 femmes qui nous ont arbitré ont très bien arbitré. Hein. Mais pour vous montrer que les petits pays encore ne sont pas traités de la même manière que les grands, et c'est dommage. Il y a aussi, juste avant le tournoi, l'annonce qui a été faite du passage de la Coupe d'Afrique des Nations de 2 ans à tous les 4 ans. Vous vous étiez exprimé en disant que c'était une déception. Pourquoi, selon vous, c'est une déception, le fait de passer à une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans? Oui, parce que l'Afrique n'est pas un continent comme l'Europe, ce n'est pas les Jeux Olympiques qui concernent le monde entier tous les 4 ans. Ce n'est pas non plus la Coupe du Monde. L'Afrique, c'est 50 pays où on a besoin un peu plus de se retrouver aux alentours du football et c'est toujours très festif. Au Maroc, je pense que ça va venir. Jusqu'à maintenant, on a pris beaucoup de pluie. Il y avait une ambiance un peu mouillée, il faut dire, et j'espère que ça va s'améliorer. Le football est de qualité, ça c'est certain. Les structures sont magnifiques. L'hospitalité de Marocains est superbe, comme d'ailleurs partout en Afrique. Donc tous les 2 ans, à mon avis, c'était bien. Si c'est tous les 4 ans, il manquera quelque chose au football africain. Et ça peut permettre aussi à des pays de développer leur football, hein, de développer les infrastructures, etc. C'est un des éléments aussi qui est important à prendre en compte. Si vous avez une CAN tous les 2 ans, les pays qui organisent la CAN vont se doter de structures footballistiques de qualité. Et ça va profiter au football, au développement du football, évidemment. Là, il va y avoir encore dans 2 ans une CAN en Afrique de l'Est, organisée par 3 pays. Les 3 pays se sont déjà équipés de stades, on l'a vu pour le CHAN, de qualité. Et c'est dommage de se priver de ça. Tous les 4 ans, il y aura beaucoup moins de structures qu'avant. Ça fait longtemps que vous vous entraînez en Afrique maintenant.
Vous avez la possibilité de comparer avec le football européen et africain. Pourquoi vous aimez tant entraîner sur ce continent? Pourquoi ça fait 4 sélections d'affilée que vous faites? Oui, parce que c'est une aventure. J'ai eu la chance de faire mon métier en Europe pendant des années et en tant que joueur et entraîneur. Mais ce que je vis en Afrique, même s'il y a beaucoup d'imperfections, s'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a la joie, il y a la passion, il y a des choses imprévues, parfois agréables ou parfois désagréables. Mais c'est un challenge en permanence et ça me plaît beaucoup. On vient de démarrer l'année 2026. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2026? Ce qu'on peut souhaiter au Bénin, c'est déjà de retrouver le sourire pour toute l'année dans tout le pays. Et souvent, le sourire est présent au Bénin parce que ce sont des gens très sympathiques, très ouverts, très gentils. Et ça a été un peu, comment dirais-je, menacé il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, le Bénin est bien gouverné, je trouve, et on peut respirer librement. Donc c'est ça, et je veux retrouver à travers mon équipe cette joie de jouer, en gagnant évidemment un maximum de matchs. Et si on perd, de perdre avec dignité, en sachant que souvent, c'est la clé pour le futur succès. Merci beaucoup, Gernot Rohr, d'avoir répondu à nos questions sur France 24 et on vous souhaite évidemment bonne chance pour le prochain match contre l'Égypte. Merci beaucoup.